Depuis 6 jours, les conservateurs demandent au gouvernement de produire des documents relatifs à un programme de développement de technologies vertes. Alors, selon les conservateurs, il y a eu gaspillage de fonds publics dans ce dossier et il devrait être envoyé carrément à la police. Alors, le président de la Chambre, Greg Fergus, a décidé que ce dossier, lui, devrait être envoyé à un comité pour étude. Les conservateurs ont donc déposé une motion pour que les libéraux produisent ces documents. Alors, résultat, la Chambre est paralysée. Par ailleurs, on sent que la tension est vive en ce moment. On l'a vu hier, on a vu le ton monter entre Pierre Poilievre et Mélanie Joly dans la foulée des commémorations du 7 octobre. M. Poilievre accuse Mme Joly d'encourager les partisans du Hamas. Mme Joly demande à M. Poilievre de retirer ses propos. Je revendique que Mme la ministre Joly s'excuse pour avoir refusé de dénoncer des propos génocidaires et haineux dirigés à notre communauté juive. J'ai dit hier que, justement, on condamnait le Hamas. Ça faisait partie des premières choses que j'ai dites lors de ma réponse, après avoir nommé les 8 Canadiens qui ont été tués. Donc, moi, j'ai pas de problème à condamner le Hamas. J'ai pas de problème à condamner l'antisémitisme. Pourquoi lui, il n'est pas capable? Alors voilà pour le ton de ces échanges. On va en parler bien sûr et de bien d'autres choses pour nous parler de toutes ces questions. Je reçois notre analyste Geneviève Tellier, politologue à l'Université d'Ottawa. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Catherine. D'abord, premièrement, est-ce que la Chambre est dans une impasse? Oui, parce qu'on a de l'obstruction. Alors, l'opposition a décelé, a trouvé une tactique pour ralentir les travaux de la Chambre. Puis, effectivement, ça fait plusieurs jours qu'il n'y a aucun projet de loi qui est déposé. On fait une motion d'urgence, ça l'a préséance, surtout sauf la période des questions. Et donc, ce que les conservateurs veulent faire, c'est empêcher les libéraux de présenter des nouvelles initiatives ou de montrer les bons coups du gouvernement. Alors, on fait juste marteler le même message. On essaye aussi par la bande de dire, bien, le gouvernement est corrompu. On essaye de marquer des points, les scandales. Ça marche toujours jusqu'à un certain point. Mais c'était ça. Et c'est ma prochaine question. Est-ce que ça va jouer en faveur des conservateurs, ça? Par le passé, ils ont essayé de faire ça. Il y a eu plusieurs scandales. Je pense à Oui Charité, par exemple, à l'époque où les conservateurs avaient vraiment mis beaucoup de pression sur le gouvernement. Ce qui leur nuit pour les conservateurs, c'est qu'à trop répéter le message, les gens se désintéressent, disent, bon, on a compris ce que vous voulez faire, ça ne changera rien, arrêtez de vous acharner. Alors, à trop s'acharner, on peut se demander si effectivement pour les conservateurs, ça va être payant. Je pense que là où ils vont avoir plus de succès, par contre, c'est justement en empêchant le gouvernement de parler. Lui, pendant ce temps-là, ne peut pas dire ses bons coups, ne peut pas dire qu'est-ce qu'il a l'intention de faire, ne peut pas présenter son futur programme, là, si on pense qu'on va aller en élection bientôt. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est payant pour les conservateurs, mais le côté acharnement de toujours répéter le même message, peut-être les Canadiens vont se poser des questions en disant, est-ce que ce parti-là est prêt à gouverner? Bon, les gens pourraient se lasser. Donc, exactement, oui. Bon, et pendant ce temps-là, on ne parle pas d'autre chose et on ne règle rien non plus. La commission d'enquête, par exemple, sur l'ingérence étrangère, vous en avez parlé récemment, vous l'avez dit, c'est un dossier particulièrement important et intéressant. Il passe sous silence très souvent en ce moment, d'autant plus qu'en ce moment, la Commission a obtenu les fameux documents du cabinet Trudeau et on apprend beaucoup de choses, notamment, selon un expert qui a été entendu, là, on apprend beaucoup de choses sur l'ingérence de la Chine qui se ferait sentir pas seulement pendant les élections, mais dans d'autres secteurs et d'autres façons. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bien, c'est important d'avoir cette information-là. Puis c'est ce que les Canadiens réclament depuis le début, c'est de dire, donnez-nous une démonstration de l'étendue du problème. Si on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, si on ne connaît pas les tactiques, comment est-ce qu'on peut faire pour être vigilant? Puis c'est ça le fond du problème. Alors, la commission est très importante. Puis je suis sûre que s'il n'y avait pas ces psychodrames à la Chambre des communes en ce moment, la plupart des gens écouteraient les travaux de la commission. Ça passe en direct en ce moment et on en prendrait un peu plus. Alors, la notion d'être informé, sans nécessairement aller dans les détails, on n'est pas obligé de savoir tout. Il y a des secrets d'État qui doivent sans doute être gardés comme secrets d'État, mais quand même d'avoir une certaine notion de l'étendue du travail. Ce que fait la commission... Les gens aiment ça, les commissions d'enquête. Oui, effectivement, il y a un intérêt. C'est presque comme un film. Oui, puis ça vient un peu entacher le travail de David Johnston, qui lui aussi avait fait le même travail, mais avait dit il ne faut pas tout divulguer et ça avait été de façon plutôt secrète. Bien, ce que Mme Hogg présente en ce moment, c'est de dire, ou ce qu'elle démontre, c'est que non, il y a une pertinence pour que ce soit public et plus on informe le public, mieux c'est. Je suis même un peu déçue pour elle parce qu'en ce moment, très peu de gens le savent, mais il y a un questionnaire qui est disponible sur le site de la
commission. N'importe quel Canadien peut aller le remplir. Tous ceux qui ont eu à subir des pressions, par exemple, vous pouvez aller et remplir ce questionnaire-là de façon anonyme. Je suis sûre que la commissaire aimerait que ça soit connu, mais parce qu'on parle d'autres choses, ça passe un peu sous le radar. C'est un peu mieux connu maintenant que vous en avez parlé. Oui, alors c'est pour ça que je voulais le mentionner, c'est important. Alors revenons à cet échange. On en a vu un extrait entre M. Poilievre et Mme Joly. Est-ce que le ton est acrimonieux? Est-ce qu'on assiste à une polarisation des opinions? Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on a cette polarisation-là. Ça fait déjà un petit bout de temps que le ton monte. Rappelez-vous Pierre Poilievre qui avait été exclu de la Chambre au printemps dernier. Ce qui me semble dangereux cette fois-ci, c'est qu'on utilise un événement tragique et on essaye de marquer des points. C'était pas le moment ni le bon ton de lancer des attaques personnelles à Mme Joly de la part de M. Poilievre. Hier, c'était une journée particulière. Il y a eu des cérémonies, des commémorations et c'est pas à ce moment-là qu'il faut s'attaquer puis s'invectiver. Et c'est ce qui a été fait. Et ça, je pense que c'est peut-être une ligne qu'on commence à franchir qui n'aurait pas dû être franchie. D'ailleurs, M. Poilievre était avec M. Trudeau lors des cérémonies et on pensait justement qu'il y avait comme un recueillement où tous les politiciens comprenaient l'importance du moment. Mais ça a été vite oublié, puis on voit justement ces déclarations-là de M. Poilievre. Alors, est-ce que c'est nouveau? C'est pas nouveau. Est-ce qu'on franchit un nouveau pas? Peut-être oui. On sent que les conservateurs veulent vraiment associer le gouvernement Trudeau à peut-être une gauche qui est pro-Palestine, pro-Islam. C'est un terrain dangereux. Le Parti libéral, c'est plus que ça. Lui aussi a ses propres problèmes à régler. Donc, vraiment un danger miné. Puis, je pense que ça ne sert pas la population puis le Canada, en bout de ligne, d'avoir ces déclarations-là. Donc, c'est assez malheureux à entendre. Quels sont les autres dossiers qu'on néglige en ce moment? Toute la question de ces fameux projets de loi qui... moi, ce qui m'a interpellée, c'est par exemple les demandes du Bloc québécois. Il y a 2 projets de loi, C-282 et 319, la gestion de l'œuvre, les réformes de pension, qui, sur le fond, posent des questions. Sur le fond, ça devrait être débattu. Il y a des arguments des 2 côtés, c'est-à-dire que est-ce qu'on devrait bonifier les pensions des gens 65 à 74 ans? Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre, et c'est intéressant d'entendre tous les points de vue. Et on ne les entend pas. Même chose avec la gestion de l'offre, des arguments pour, des arguments contre, mais on a décidé de ne pas faire le débat et d'aller vraiment rapidement et d'y aller pour marquer des points politiques. Puis c'est ça qui est dommage finalement, parce que je pense qu'on mérite mieux que ça. Puis si la Chambre des communes est là justement pour présenter ces arguments-là. Alors on sent qu'on est en campagne électorale, même si ça n'a pas encore commencé. Malgré tout. On sent qu'on veut marquer des points et des fois on se dit, est-ce que c'est la bonne décision au bout de ligne qu'on prend? Est-ce qu'on aurait pris la même décision il y a 2 ans, par exemple? Si on n'avait pas été dans cette dynamique où on essaie de renverser le gouvernement, où on essaie de rester au pouvoir, je pense que juste poser la question, c'est d'y répondre. Et c'est dommage qu'on en soit un peu rendu là. Alors, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est toujours la question. Évidemment, en ce moment, on a parlé beaucoup, longtemps, d'élections possibles rapidement ou moins rapidement. Cette semaine, on a parlé de prorogation. Ça a été évoqué par bien des gens. On a posé la question à Mme Freeland aujourd'hui. Sa réponse a été claire, nette et précise, c'est non. Alors, vraisemblablement, il n'y aura pas de prorogation. C'est sans doute une bonne chose, parce qu'une prorogation, ça fait juste faire durer la torture dans le temps, je me dirais. C'est-à-dire que qu'est-ce qui arrive si on prorogue? C'est-à-dire que tous les projets de loi qui sont au feuilleton meurent, sauf certains. Les projets de loi des députés peuvent rester, donc les projets de loi du Bloc pourraient rester à l'agenda. Mais ça veut dire en même temps que le gouvernement doit revenir avec un discours du trône. Un discours du trône, c'est un vote de confiance automatiquement. Et après, offrir un nouveau menu législatif. Est-ce que ça va calmer le ton? Est-ce que les gens vont dire, oui, dans ce cas-là, l'échéance électorale est éloignée, on va se comporter comme si on n'était pas en élection. Je suis loin d'être convaincue que ça va être le cas. Alors, si on proroge, on proroge pour combien de temps? Et est-ce que ça va changer la dynamique? À mon avis, non, parce qu'on sent l'échéance électorale. Que l'élection ait lieu la semaine prochaine, dans 1 mois, dans 6 mois, ou même en octobre 2025, on sent que c'est les conservateurs qui sont en tête. On sent que les autres partis ont de la difficulté, sauf peut-être le Bloc, et que ça va jouer fort dans les coins, là, pour prendre une analogie. Puis, le ton ne changera pas vraiment, à mon avis. En un mot, il y a 10 secondes. Donc, ça aura lieu quand, ces élections-là? On se pose cette question chaque fois, chaque analyse. Oui, puis n'importe quel sujet inattendu peut arriver, peut changer totalement la dynamique. Donc, ça peut arriver plus tôt qu'on pense. Alors, comme la plupart des journalistes disent, notre valise est prête, elle n'est pas encore fermée, mais on est prêt à aller en élection. Puis, je pense que c'est un peu comme ça qu'on est l'état d'esprit de tout le monde. Merci beaucoup, Geneviève, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Ça fait plaisir.